Tout a commencé ici, en 1957, au cœur de ces ruelles obscures de la Casbah. Ne cherchez pas cette histoire dans les images d'archives, vous ne la trouverez pas. C'est un roman noir, une guerre secrète, la plus vaste opération jamais montée par les services français contre le FLN algérien. Son nom, la Bleuite. Personne n'aime en parler. Ni la France qui a gagné cette guerre de l'ombre, ni l'Algérie qui en a payé le prix du sang. Rarement dans l'histoire, une opération aussi sophistiquée aura reposé sur les épaules d'un seul homme. Paul-Alain Léger, militaire par idéal, capitaine parachutiste dans l'armée française, a consacré sa vie à un seul but, faire la guerre et la gagner. Un long apprentissage qui lui a permis, en alliant la violence à l'intelligence et parfois le machiavélisme, de devenir un maître de guerre. 1946. La France est en paix, mais l'Indochine brûle. Léger découvre la guerre communiste révolutionnaire. Écœuré, il voit ses camarades mourir et son armée reculer face à un ennemi en sandales. Un ennemi qui sait frapper sans se montrer, alliant intelligence et terreur, et qui se moque bien des ratissages français qui ne bouclent que le vide des rizières. Le jeune lieutenant préfère travailler seul. Parachuté dans une île perdue, il met le feu à la côte ennemie, transforme les pêcheurs en commandos et se spécialise dans le retournement des prisonniers Viet Minh, dont il fait ses plus fidèles alliés. Avec eux, il va multiplier les coups de main et les coups tordus. Seul à la manœuvre, entouré de ses indigènes, aussi invisible que son adversaire, il sait désormais infiltrer l'ennemi, le manipuler et l'intoxiquer jusqu'à sa destruction. L'art de la guerre psychologique. À 36 ans, en quittant l'Indochine, le capitaine Léger emporte ses armes et sa méthode. Quand il débarque à Alger cet hiver de 1957, voilà 3 ans déjà que le FLN a lancé une insurrection pour mettre fin à la colonisation française. 3 ans qui ont suffi à transformer les échos du Djebel en clameurs de la guerre. Bien au-delà des fermes de colons brûlés et des récits d'atrocités, l'heure est au combat militaire. Armée française contre Front de Libération Nationale, 2 camps s'affrontent. Jusqu'ici, Alger la capitale semblait épargnée. Alger la Blanche n'est pas seulement un phare de la France en Afrique, c'est un mythe, celui de l'Algérie française. L'automne 1956 marque la fin de l'illusion. Le Front de Libération Nationale a décidé de porter la guerre au cœur de la capitale. L'heure est aux attentats. Yassef Saadi, chef du FLN à Alger, est chargé de mettre la ville à feu et à sang. Sur la scène internationale, le front sait bien qu'un seul attentat à Alger fait plus de bruit que n'importe quelle victoire dans le maquis. Et Alger a un point faible, la Casbah, où se cache le chef du FLN. La caractéristique de la Casbah fait que c'est particulièrement propice à l'action clandestine. Des murs sans fenêtres, les terrasses des maisons qui donnent entre elles. C'est la ville interdite pour les Français. C'est la ville interdite pour les militaires français. À l'abri dans sa forteresse, Yassef Saadi peut envoyer des femmes poseuses de bombes, déguisées en européennes, semer la mort dans toute la capitale. En un mois à peine, 122 explosions secouent Alger. Partout du sang, du verre et des corps brisés. Et le pire est à venir.
Ce dimanche après-midi, sur la scène du casino de la Corniche, un orchestre célèbre et, sur la piste, des jeunes Européens qui dansent. L'engin de mort soulève l'estrade et souffle la salle. Cette fois, le mythe a volé en éclats. La peur s'empare de la ville, la population gronde, la presse parisienne s'alarme, le gouvernement vacille. Le 7 janvier 1957, 8000 combattants d'élite de la 10e division parachutiste entrent dans la capitale. Le général Massu, qui les commande, reçoit les pleins pouvoirs et une mission, pacifier la ville par tous les moyens. On connaît la suite sous le nom de la bataille d'Alger. L'armée rafle et torture à grande échelle, 24 000 suspects arrêtés, 3 000 disparus. Une besogne de basse police pour l'élite de l'armée française qui se salit les mains, mais réduit le FLN au silence. Simple répit. Les paras repartent, mais Youssef Saadi est toujours là. Et il se fait photographier souriant au milieu de ses poseuses de bombes. À l'état-major, quand on se demande qui sont les experts en subversion, ceux qui savent se battre contre un ennemi invisible, un nom, un seul, revient toujours en premier. Le capitaine Léger. Lui ne croit pas à la force des armées contre le terrorisme. L'Indochine lui a appris qu'on n'écrase pas une mouche avec un marteau. Et Léger sait qu'il s'agit bien d'une guerre, mais d'une guerre pas comme les autres. Une guerre révolutionnaire. Il est temps de mettre sa propre méthode en action. D'abord dans la Casbah de Youssef Saadi, ensuite dans le maquis du terrible Amirouche. Printemps 1957. En 3 ans de guerre, le FLN s'est organisé. Il a construit une armée de libération nationale, l'ALN, forte de 30 000 hommes, et divisé l'Algérie en 6 régions militaires, les wilayas. Retranché dans sa forêt de Lafkadou, dans la wilaya 3, Amirouche le Terrible tient tête à toute l'armée française. Tout le monde le craint, le respecte et souvent le vénère. Les Français l'ont surnommé le loup de Lafkadou. Mais les révolutionnaires en culotte courte ne rêvent que de le rejoindre pour mourir à ses côtés. Amou Amirouche avait 19 ans et la chance de porter le même nom que son héros. Il rêvait de le rencontrer, il deviendra son secrétaire particulier. Il mettait en exergue la fibre d'orgueil des paysans, en disant, regardez, la France nous a colonisés pendant plus de 100 ans. Elle nous a humiliés. Elle a humilié nos femmes et nos enfants. Ça ne peut plus durer. Il faut se révolter. C'est quelqu'un de dur parce qu'il était dur contre sa propre personne. Il avait une autodiscipline parce que la vie au maquis l'exigeait. Et la survie de la révolution l'exigeait. Il fallait se donner totalement à la révolution. Il croyait beaucoup à la force, à la violence. Et il se méfiait de ceux qui voulaient occuper des postes, occuper des grades. Ah oui, il punissait, il châtiait les gens. Très dur. Très dur, même, je peux dire même cruel. Ah oui, très cruel. Un jour, par exemple, les maquisards contrôlaient les paysans pour s'assurer qu'ils ne chiquaient pas et qu'ils ne fumaient pas, parce que c'était décrété interdit. Un jour donc, un des maquisards qui avait procédé à la fouille des paysans,
a laissé tomber une boîte de chic devant le colonel Amérouche de sa ceinture. Le colonel Amérouche la prend, il vérifie que c'était du tabac, il s'adresse à lui et dit « Comment? Tu viens de passer la matinée à humilier les paysans devant leurs femmes et leurs enfants parce qu'ils chiquaient ou parce qu'ils fumaient. Et toi, tu chiques? Comment tu peux ?» Et le colonel Amérouche a ordonné immédiatement son exécution.